Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons déterminer si la résidence principale est un actif ou un passif. Donc, quelle est la définition d'un actif selon le PCG ? Un actif est un élément identifiable du patrimoine de l'entité ayant une valeur économique positive pour cette dernière, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. Il s'agit de tous les éléments correspondant à ce qu'elle possède. L'actif est composé de deux rubriques. L'actif immobilisé, qui comprend les IMO corporels, incorporels et financières, et l'actif circulant, qui comprend les stocks de l'entreprise, les créances, les avances et acomptes versés, la trésorerie, les comptes de régularisation. L'actif forme avec le passif le bilan comptable d'une entreprise. Le passif, c'est un élément quant à lui qui a une valeur négative pour l'entité. Il s'agit d'une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie des ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente. Le passif est décomposé en trois catégories principales: les capitaux propres, donc avec le capital émis, les réserves et le résultat de l'exercice. Le capital émis est la somme des ressources financières extérieures représentative du droit de propriété des associés ou actionnaires sans échéancier de remboursement. Il y a également les passifs non courants avec les emprunts et les provisions. Le passif non courant ne sera pas réglé dans le cadre du cycle normal de l'exploitation et pas dans les 12 mois pour les dettes financières dont l'échéance est supérieure à 12 mois. Les passifs courants, donc avec les dettes fournisseurs, les provisions, les emprunts et découverts. Le passif courant sera réglé dans le cadre du cycle normal d'exploitation ou dans les 12 mois pour les dettes financières dont l'échéance est inférieure à 12 mois. Donc voici en exemple un bilan, le bilan du restaurant Tarte en Folie, au 31 décembre de l'année en cours. Donc voilà, à gauche le passif avec un actif immobilisé, avec les IMO incorporels, corporels et financières, et l'actif circulant avec le stock, les créances clients, les disponibilités en banque, donc ça c'est la trésorerie, et les disponibilités en caisse. Donc c'est l'espèce. Et à droite le passif, donc avec les capitaux propres, capital, réserve et le résultat de l'exercice, ainsi que les dettes, donc emprunts, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales et les autres dettes. Donc voilà, avec un autre bilan qui est bien plus détaillé, donc je vais pas le détailler de moi-même dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. Les différents cas possibles. Donc la notion de ressource est mal comprise, généralement. Posséder les murs de son activité est une ressource, justement parce qu'on arrête de les louer. D'où la suite. Il faut bien habiter quelque part. Dans le cas général, c'est assez simple. Soit tu possèdes une RP, soit tu la loues. Donc RP, c'est résidence principale. Dans tous les cas, ça génère un passif. Une dette à droite de ton bilan comptable personnel qui est soit un loyer, soit un crédit. Sauf que ton loyer est à vie, alors que ton crédit a une durée qui se limite à la durée de ton crédit. Donc en général 20-25 ans. Donc mécaniquement, à terme, si tu achètes, tu garderas ta RP comme actif, mais tu auras résorbé ta dette. Donc tu vas moins dépenser. La RP est un actif et une force de négociation. Il faut être clair, les banques aiment les trucs simples. Un couple, 2 CDI, une RP, des comptes d'épargne basiques, une assurance vie, et voilà. Dès qu'on leur parle, et même peut-être un PER, un plan d'épargne retraite, mais dès qu'on leur parle de CTO, de PEA, d'intérim, de contrat CDD, etc., là c'est un peu plus compliqué. Dès que tu sors de ces critères, et surtout si tu as un conseiller classique, tu vas ramer. Avoir une RP, c'est une garantie. Déjà parce que ça peut être une garantie réelle, hypothèque, mais aussi la preuve que tu sais assumer une charge crédit et toutes les charges proprio afférentes. Donc comme les charges de copro, les charges d'entretien, la taxe foncière, etc. C'est déjà quelque chose que tu connais. La RP n'est pas un frein à l'endettement. On l'a vu précédemment, dans tes passifs, tu auras forcément soit un loyer, soit un crédit. Sauf si ton crédit RP est déjà payé. Dans tous les cas, cette charge sera mise dans ton endettement. Oui, un loyer est inclus dans ton taux d'endettement. La taxe foncière, les charges de copro, etc., non. Donc que tu sois propriétaire ou locataire, ça ne change strictement rien pour le calcul du taux d'endettement. Une RP n'est pas un passif.
Contrairement à ce que la plupart des gens estiment savoir, l'ARP n'est pas un passif. La définition entre un passif n'a rien à voir avec le fait que ça coûte plus que ça ne rapporte. Exemple, votre voiture en tant que telle est un actif, même si elle ne vous rapporte rien. C'est une immobilisation qui peut faire l'objet d'amortissement. Le crédit contracté pour l'acheter, lui, est un passif. Donc ici, ce n'est pas une opinion personnelle, c'est un fait comptable. Il n'y a pas de débat possible. Une RP, ça ne rapporte rien, vraiment. Alors je pourrais commencer par vous dire que vous pouvez mettre votre RP dans un IDR, donc dans un immeuble de rapport. Par exemple, si vous achetez un immeuble de rapport de 4 appartements, on va dire, vous pouvez décider d'avoir votre RP et de louer les 3 autres appartements. Ou avoir des dépendances mises en location. Par exemple, si vous avez une grande maison, vous pouvez la louer à la découpe. Vous pouvez passer de un lot, donc une maison, à plusieurs lots, 2, 3 lots. Après, il faut juste mettre des compteurs individuels et voilà, il n'y a pas d'autres soucis. Louer des chambres déjà présentes. Si vous vivez dans un appartement de 2 ou 3 chambres et que vous êtes seul, vous pouvez décider de louer les chambres qui sont déjà présentes. Vous pouvez louer également votre grenier, votre cave ou d'autres choses. Tout le monde a besoin de se loger. Si tu es logé gratuitement, c'est généralement une solution temporaire. Et les banques n'aiment pas du tout ça. Parce que justement, c'est temporaire. Et que si tu empruntes, tu vas avoir un saut de charge important. Donc c'est 2 points rouges sur ton scoring bancaire. Exemple concret. Disons qu'on va prendre une situation sur 10 ans. Donc il y aura 2 cas possibles. Le cas de la location de la RP et le cas de l'achat, de l'acquisition. Payer un loyer versus acheter une RP. Donc situation, appartement de 50 mètres carrés au centre-ville de Grenoble pour un T2. À la location, c'est 650 €. À l'achat, à peu près 130 000 €. Donc si je loue, ça fait 650 € par mois x 12 x 10 égale 78 000 €. En réalité, un peu plus avec les 1% annuels de réévaluation, disons 80 000 €. Donc c'est vrai que généralement dans les baux commerciaux, dans les baux de location, il y a une clause d'indexation du loyer. Et cette clause d'indexation, alors cette année, elle est limitée à 3,5%, mais généralement voilà, on est plus aux alentours des 1%. Donc ouais, c'est une clause d'indexation qui est basée sur l'inflation. Donc voilà, somme sur laquelle je n'aurais rien gagné. 0 €, je n'ai ni actif ni passif. Donc dans le cas d'une location, on n'a ni actif ni passif, et on a dépensé 80 000 € au bout de 10 ans. Si j'achète, je considère un achat à 110% sur 20 ans, histoire d'être simple, donc 143 000 € d'emprunt. On va dépenser 700 € par mois, x 12 mois, x 10 ans. Ça fait 84 000 €. Donc c'est le capital remboursé à la banque au bout de 10 ans. 100 € par mois, donc là on va parler des charges ensuite. 100 € par mois, x 12 mois, x 10 ans, 12 000 €. Charges qu'on va arrondir à 15 000 avec les divers soucis qu'on peut avoir. J'aurais payé, disons, 100 000 € au total sur 10 ans. Il me restera environ 85 000 € de passif, c'est le reste du prêt, donc le capital restant à rembourser à la banque, et j'aurai un actif qui aura pris, disons, 1,5% par an, soit 149 000 €. Estimation basse en réalité, comme l'immobilier génère bien plus de rendement, on n'est pas à 1,5% par an. À ce stade, j'ai dépensé 20 000 € de plus dans mon achat, sauf que j'ai aussi capitalisé environ 70 000 €, parce que dans les 84 000 €, il y aura beaucoup d'intérêts, qui eux sont perdus. Le bilan au bout de 10 ans donc, pour le locataire, il a dépensé 80 000 €. Il a perdu 80 000 €. Si la personne a décidé d'acquérir sa RP, donc il a dépensé 84 000 € de capital remboursé. Il a perdu également 12 000 €, donc des charges, mais il a gagné 149 000 € en cas de revente. Donc au final, il a gagné 53 000 €. Mais c'est virtuel à ce stade, sauf si vente réelle du bien. Il y a aussi le cas du déménagement. Cette fois, je dois louer parce que je ne vais pas rester longtemps. Et je ne sais pas trop où je vais aller. En location, je vais relouer, etc.
donc je n'ai rien gagné. Et si je décide d'acheter, si j'ai décidé d'acheter, je revends mon appartement 149 000 euros et je paye moi-même l'agent immobilier. Je touche 143 000 euros net, vendeur. Je ne paye pas d'impôt sur la plus-value parce que la revente d'une résidence principale, c'est un cas d'exonération de plus-value. Par contre, je rembourse mon prêt, en gros 143 000 plus 25 000 euros d'intérêt, pour faire simple, 167 000. Pour lequel j'ai déjà payé 85 000, il me reste donc 82 000 à rembourser. Je touche donc, dans ma poche, 61 000 euros. Donc même avec les charges que j'ai payées, il est évident que le plus intéressant, c'est d'acheter sa résidence principale. Enfin, conseil et conclusion. Pour éviter de perdre de l'argent, il faut que ta plus-value dépasse tes frais de notaire. Ce n'est pas obligatoire, car tu auras capitalisé au fil des années, donc il faut rester plus ou moins longtemps dans le bien, généralement entre 5 et 8 ans, parce que l'amortissement des frais de notaire se fait en général entre 6-7 ans. Il faut être dans une ville assez dynamique et assez passe-partout. Le critère principal dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Bien connaître les différents cas de décote. Par exemple, si vous avez un appartement qui est en rez-de-chaussée, il y a une décote d'environ 10 à 15% par rapport à un même bien qui serait au premier ou au deuxième étage, voire au troisième. Par contre, pareil, pour les appartements qui sont dans un immeuble sans ascenseur et qui sont au-dessus du troisième étage, on va dire 4 ou 5e étage, il y a une décote plus ou moins importante selon l'étage. Un appartement qui serait au 6e étage sans ascenseur pourrait voir une décote de presque 30%. Acheter un bien identique à celui que tu loues coûte beaucoup plus cher. Ici, dans la situation qu'on a vue précédemment, 150 euros 150 euros par mois en plus. Donc il faut avoir les épaules pour ou accepter des concessions. Donc évidemment que le conseil ici, c'est d'acheter sa résidence principale. Enfin, les conseils de lecture. Donc moi, quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai lu différents livres, mais vraiment, si je peux vous donner mes 3 livres, les 3 livres qui m'ont vraiment le plus marqué, qui m'ont vraiment appris les choses les plus importantes, c'est en numéro 1, l'investissement immobilier locatif intelligent, donc de Julien de la Grandane. En 2, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je trouve que c'est vraiment le livre qui complète parfaitement le premier. Donc du même auteur, Julien de la Grandane. Il est excellent pour mettre en pratique ce qu'on a vu de manière théorique. Et enfin, Comment investir en immobilier de Daniel Vu, un excellent livre. Donc il est beaucoup plus long, mais beaucoup plus complet. Donc on parle à la fois de foncier, d'achat-revente, de Pinel, de LMNP et de SCI. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces livres, à cliquer dans les liens qui seront en description. Voilà, pour toute question, vous pouvez également me joindre par email à l'adresse qui sera dans la description également.